Je vais céder la parole, il est 14h47, on a un tout petit peu de retard, au workshop numéro 1 avec la méthode 360 pour chercher son marché par segmentation pour 30 minutes avec Arnaud Tanguy, j'espère que tout le monde est là, Florent Rioux, Valérie Maléco, Olivier Preciosa et Thomas Labéry. La scène est à vous, prenez un micro. La parole est à vous. Allez-y, je vous en prie. Non, allez-y, on va vous entendre ça dans un marche pas instant. encore. Si. Ah si. C'est bon. Merci. Merci bien. Bonjour à tous. Ça a peut-être déjà été dit, mais je le redis, merci d'être là aujourd'hui à Nantes pour cette étape du Deep Tech Tour. Donc moi, je m'appelle Thomas Labéry, je suis chargé de communication à la SAT West Valorisation et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde du coup, parce que le titre n'est pas le même qu'indiqué quelques minutes avant. C'est « Comment savoir si votre technologie a un potentiel marché ?» Nous sommes là pour vous accompagner dès le début de cette réflexion. Et donc ce qu'on entend par nous, c'est toutes ces structures d'accompagnement qui sont présentes sur le territoire de la région Pays de la Loire. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir quelques intervenants qui représentent ces structures ici. Donc déjà Arnaud Tanguy, chef de projet thématique à la SAT West Valorisation. On a aussi Florent Rioux, qui est conseiller business innovation à Atlampol. Olivier Preciosa, chargé de transfert de technologie à l'IRT Jules Verne. Et on a aussi le plaisir d'avoir l'intervention de Valérie Maléco, enseignant-chercheur à l'Institut Agro et porteur du projet entrepreneurial TEPIC. Donc dans ce parcours de la valorisation qui a été présenté en début d'après-midi, il faut savoir que les structures interviennent à des moments bien précis, à des temporalités différentes. Donc on va déjà commencer par ce début un petit peu du parcours, c'est-à-dire directement en labo. Donc je me tourne vers vous, Arnaud. Quelles sont les premières étapes en amont qui sont réalisées par la SAT pour accompagner l'initiation de cette réflexion auprès des chercheurs ? Alors bonjour à tous. Alors en réalité, la première étape, il s'agit de 2 étapes que l'on réalise pour démarrer la relation et l'évaluation des travaux. La première, c'est la protection des travaux de la recherche. Et la deuxième, c'est l'identification et la quantification du marché que l'on va adresser. Alors, je reviens sur le premier point, la protection. Il s'agit en fait, dès l'instant où il y a des résultats de recherche significatifs avec des bénéfices conséquents ou autres, il y a nécessité de protéger vos travaux par des outils que sont le brevet, le dépôt logiciel, le savoir-faire notamment, pour à acquérir des droits d'exploitation, une propriété de ces travaux et une forme de monopole de vos travaux pour pouvoir les exploiter ensuite. La deuxième partie qui est orientée sur le marché, sur l'identification et la quantification du marché, est évidemment très importante parce qu'une innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Et il faut absolument avoir les deux pour aller faire le transfert. Et donc cette quantification du marché est importante. Et en étape préliminaire, nous on l'amène très très tôt pour aller trouver des cibles, des applications, des domaines, des cibles industrielles que vont pas pouvoir adresser cette invention. Et d'aller faire des interviews utilisateurs finaux, potentiels licenciables et ou futurs start-upers. Voilà. Donc les 2 étapes, je le redis, protection de votre invention et étude de marché. Et comment ça se passe au début ? Quels sont les outils utilisés pour évaluer les technologies au départ, quand vous rencontrez les chercheurs ? Alors du coup, sur les 2 parties, la partie protection, on réalise des études de brevetabilité au regard de ce qui est des résultats de ce que la technologie, la façon dont elle est caractérisée. On va aller voir l'état technique le plus proche et identifier ce qui reste protégeable pour avoir un brevet le plus fort pour rendre la technologie la plus protégée possible. Et sur la partie marché, donc on a au sein de la SAT West Valorisation des équipes dédiées à ces études de marché et on se fait accompagner également pour aller quantifier, interviewer. Je parlais tout à l'heure d'interview client-utilisateur. On peut faire des focus group, faire venir des industriels, les faire réagir autour de l'invention et récupérer, on va dire, des retours sur les bénéfices et potentiels débouchés commerciaux. D'accord. Donc on se rend compte que vraiment cette question, on se la pose dès le début de ce parcours de la valorisation, dès le laboratoire. Au final, je vais me tourner vers vous maintenant, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous parler
Côté IRT Jules Verne, comment se passe l'accompagnement auprès des chercheurs et l'accompagnement des technologies vers leur marché? Oui, alors bonjour à tous. Donc je représente l'IRT Jules Verne, moi et Guy d'ailleurs, qui est en première ligne. Et je dirais d'abord que ce n'est pas la vocation de l'IRT Jules Verne d'amener les technologies au marché. Notre vrai cœur de métier, c'est de faire des projets de recherche. Et donc, moi et Guy sommes réellement concentrés sur cette mise sur marché. Après ça, je dirais qu'à l'IRT Jules Verne, il n'y a pas réellement une association évidente, ou en tout cas plus rarement, entre un chercheur qui vient représenter une technologie. Donc c'est réellement notre rôle, à Guy et moi, de voir les technologies qu'on a quelque part dans notre basket et de voir comment on pourrait leur trouver un marché. Ceci dit, nous avons quelques initiatives entrepreneuriales, donc notamment une start-up au niveau de la simulation. Et notre rôle donc consiste, pour accompagner cette initiative vers un marché, je dirais essentiellement à faire de la mise en relation. Faire une mise en relation en considérant les besoins et les attentes à la fois de ces entrepreneurs, de cet entrepreneur qui, par exemple, là choisissait de faire... Je vais vous donner un exemple sur la mise en relation. Donc, il veut faire un outil de simulation, un outil logiciel. Il veut que ça soit open source. Il se dit que sur du long terme, c'est au final la seule stratégie qui est gagnante, des plus modernes par rapport à des modèles plus propriétaires de logiciels auparavant. Et donc là, ça a été essayer de voir comment on pouvait trouver un cadre juridique pour arriver réellement à percer. Donc on l'a mis en relation avec l'INRIA, avec lequel on a des liens, pour justement constituer un modèle de double licence, une licence open source et une licence propriétaire qui serait adaptée aux besoins de ces partenaires clients, lesquels sont également dans notre écosystème. Donc notre rôle, c'est réellement d'écouter en fin de compte les attentes à la fois des entrepreneurs potentiels qu'on a chez nous, de voir les caractéristiques également de technologie, si on n'a pas de personnes qui sont, on va dire, meneurs dans cette démarche de valorisation, et puis de voir ce qu'il y a besoin de faire et de mettre en relation des gens qui s'y intéresseraient. Voilà, je ne sais pas si ça a été des plus clairs, mais c'est à l'image de notre métier un peu flou. Merci. Et quand vous faites ces mises en relation et quand vous identifiez ces marchés, est-ce que l'identification de ces marchés peut avoir une influence sur l'avenir de la technologie? Ou est-ce qu'elle est déjà développée et la technologie reste là où elle est? Non, il y a toujours un travail nous sommes un laboratoire de recherche et en fin de compte, quand on va chercher à répondre à une problématique, pour le coup, c'est réellement une problématique industrielle. On est quand même un laboratoire de recherche appliqué. Toutefois, on va le faire sur un banc d'essai, on va faire ça au mieux, on va essayer de répondre à la question. Donc on va faire une preuve de faisabilité, mais en rien un produit, un service robuste. D'accord, merci. Maintenant, on va sortir un petit peu du laboratoire et aller un peu plus loin dans ces étapes du parcours. Je me retourne vers vous, du coup, maintenant, Florent. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'approche d'Atlampol sur l'accompagnement de ces projets? Oui, tout à fait. Alors, je trouve que la table ronde est extrêmement intéressante, notamment parce que on parle beaucoup effectivement de cette partie amont qui est absolument nécessaire pour le développement des technologies. Et pour autant, une entreprise deep tech, ça reste une entreprise. Et on s'est rendu compte que la première raison pour laquelle une entreprise échoue, pour être un peu désagréable, c'est parce qu'elle n'arrive pas à vendre. Il est compliqué effectivement d'avoir des financements pour développer le produit, il est compliqué d'avoir des financements pour aller sur le marché, mais on finit par les trouver. La BPI est là, les fonds d'investissement existent également. En revanche, la mise sur le marché, c'est toujours extrêmement délicat et c'est une cause d'échec des entreprises. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vendre? Alors on pourrait dire c'est parce que le commercial est mauvais. Après tout, j'ai développé mon produit, j'ai fait mon boulot, le commercial il a qu'à le vendre, c'est son boulot, et s'il n'y arrive pas, il est mauvais. Et l'approche qu'on a pour répondre à la question à travers un long détour, c'est dire c'est sans doute pas ça. Généralement, c'est plutôt un problème de stratégie. Et quand on n'arrive pas à vendre, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien identifié un segment de marché qui est lié sur lequel il y a un besoin client et pour lequel on apporte une valeur extrêmement forte qui va répondre à ce besoin. Et par conséquent, notre approche consiste à aller adresser le besoin client
avec l'idée de ne pas se dire qu'est-ce qu'on va vendre, mais plutôt qu'est-ce que le client a envie d'acheter. Et ce que le client achète, in fine, c'est toujours un bénéfice. Et c'est jamais votre technologie, votre intelligence, votre produit. À la fin, il achète toujours le bénéfice pour lui. Par conséquent, le type d'approche qu'on développe, alors il y en a plusieurs, mais un atelier qu'on aime bien, qui s'appelle Go-to-Market, qui est un atelier collectif, il vise justement à aller identifier ce bénéfice, ce couple besoin-bénéfice chez les clients potentiels du marché qu'on va viser. Alors ça se déroule comment? C'est en 3 phases. Une première phase, disons en chambre, dans laquelle on va avoir un certain nombre d'hypothèses sur les besoins des clients. Et ces hypothèses sont bien assumées comme telles. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que ce sont des acquis. Parfois, ce sont des fantasmes, et plus que des hypothèses. Mais on va les écrire et on va dire sur ces hypothèses-là, quel est le bénéfice que ma technologie, mon produit, ou ce que je projette de mon produit va apporter. Puis une deuxième phase, je passe un peu vite, évidemment, il y a tout un tas de méthodes, de techniques pour adresser ça, mais une deuxième phase dans laquelle on va interroger sur ce segment client les hypothèses, et donc aller voir les acteurs, et de façon très concrète, leur demander si les besoins qu'on imaginait, c'est bien cela. Avec un seul impératif, celui de ne jamais parler de soi, jamais parler de son produit, pour des raisons évidentes, parce que si on parle du produit, on biaise la réponse, et si on parle du produit, tout le monde trouve ça génial, parce que vous êtes éventuellement jeune, vous êtes start-upper, et vous êtes deep tech, donc tout le monde vous adore. Et du coup, ça crée un biais dans les réponses. Et puis une dernière phase de compilation, dans laquelle on va regarder, en fonction des hypothèses de départ et de ce qu'on a constaté sur le marché, quels sont les écarts, quelles sont les différences, et du coup, retravailler le développement même du produit pour correspondre exactement à ce que le client a envie d'acheter. Et si on fait ce travail-là, on voit qu'on arrive sur une démarche qui n'est pas du tout linéaire, développement de produit, vente, retour au produit, pour qu'il corresponde davantage au marché, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus agile et dans lequel on va développer exactement et seulement ce que le marché va vouloir acheter. Avec, pour terminer et pour finir sur notre désagréable, puisque j'avais commencé de la même manière, souvent des deuils à réaliser, notamment parce que la partie la plus intelligente de ce qui a été développé, la partie dont vous êtes parfois le plus fier, c'est pas nécessairement celle qui apporte le plus de bénéfices, et du coup, c'est pas nécessairement celle qui sera développée en premier. Mais en revanche, avec ce type de démarche, on arrive, qui est évidemment très complémentaire à ce qui est fait par la SAT en amont, mais on arrive à développer un produit qui, en principe, devrait se vendre relativement rapidement, indépendamment des techniques commerciales que vous pouvez avoir. Et merci. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation un peu de temps en moyenne, une fois que le projet sort du labo, qui vient vers Atlampol, du début, son arrivée à Atlampol et à sa mise sur le marché ensuite? Alors en moyenne, c'est compliqué. Pour une deep tech, c'est toujours plus long parce que la mise sur le marché, c'est plusieurs années de développement et ça va dépendre aussi de la capacité financière pour le coût de l'entreprise. L'identification d'un marché cible, je vais vous répondre 1 an, mais on le retravaille en réalité tous les ans. Et ça a été travaillé en amont par la SAT et on continue à le travailler après. Et donc ça ne s'arrête jamais. Mais ça peut, disons, au bout d'1 an ou 2, il faut quand même qu'on ait une idée assez claire de ce qu'on va vendre, quoi. D'accord, merci. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Valérie Maléco. Vous êtes porteur d'un projet entrepreneuriat Deep Tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre technologie et à quelles étapes vous en êtes de ce parcours? Alors, je vais tenter de présenter ça, sachant que moi, la technologie, on va dire que ce n'est pas mon truc. En fait, ce que j'ai fait et ce qu'on a fait avec des collègues, c'est d'essayer d'évaluer ce que vous savez reconnaître. Je vous ai apporté des plantes. Alors forcément, elles tombent. Certains d'entre vous vont être capables de mettre un nom dessus. Sur 1, sur 2, sur éventuellement 3, voire une 4e. Et en fait, ce qu'on a, nous, dans notre système, c'est plus proche de ce qu'on appelle, en fait, c'est la EdTech, c'est-à-dire les technologies d'apprentissage, où on va essayer d'évaluer à la fois votre capacité à reconnaître et à connaître certaines plantes, pouvoir dire que ce machin-là, ça fleurit au printemps, quel que soit son nom, et aussi avoir en face de ça, en sous-jacent, la question de « mais est-ce que c'est simple d'apprendre ce machin-là » Est-ce que c'est simple de l'apprendre aujourd'hui parce qu'il est en fleurs? On aurait pu vous le présenter, en fait, il y a 1 mois sans aucune fleur. Est-ce que c'est plus simple, plus compliqué? On peut vous le présenter en été, en feuilles. On peut vous le présenter en fruits. Et à partir de là, on a en fait toute une série de, on va dire, d'algorithmes, mais simplement
des calculs qui nous disent que tel plante présenté sous tel état, c'est facile à apprendre, c'est pas facile à apprendre. Et c'est ça en fait qu'on a développé et qu'on a en fait mis en œuvre dans le cadre d'un projet d'abord collaboratif. Alors ça c'est une particularité, on a commencé avec une quinzaine de partenaires, des associations, des fédérations professionnelles, des interprofessions, des réseaux d'établissements d'enseignement, essentiellement enseignement agricole, et puis des inspecteurs. Alors les inspecteurs de l'enseignement technique agricole, c'est l'équivalent des inspecteurs d'académie, et quelques autres personnes qui rédigent des diplômes et apparentés. Donc on avait au final dès le début une grande diversité d'acteurs potentiels en fait dans le projet. Et l'étape qui a été en fait importante à un moment donné, c'était de les mettre autour de la table, séparément ou pas, et puis de leur dire ben voilà, on a une manière, on veut en fait pouvoir évaluer votre capacité ou la capacité des personnes, des élèves ou des agents d'entreprise à reconnaître des plantes, parce qu'on est dans des filières très particulières que sont la production horticole, les travaux paysagers, la production de semences, ça peut être aussi en fait toute une série, les jardineries. Réussir à qualifier les compétences de chacun, comment vous feriez, comment vous faites déjà. Et à partir de là, on est reparti sur déterminer un petit peu tout ce qu'on avait à faire. Voilà un petit résumé du travail qui a été fait pour l'instant. Enfin, c'est le tout début, ça. Il y a encore plein d'autres choses qui ont été faites. Ok, donc il y avait beaucoup déjà d'acteurs intéressés, donc déjà un intérêt commercial, si je puis dire, par rapport à cette technologie. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a changé dans votre quotidien, dans vos missions, quand vous êtes passé d'enseignant-chercheur avec cette nouvelle casquette d'enseignant-chercheur-entrepreneur? Alors, le changement, il a eu lieu, on va dire, il y a 3-4 mois, un petit peu plus. Et l'étape qui a été assez marquante, c'est de dire maintenant, calculez le prix de votre produit, calculez le nombre de personnes, comptez le nombre de personnes qui pourraient l'acheter, etc. Et alors là, on est parti sur des chiffres. Aller chercher dans les bases de données le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque formation, le nombre de formations, le nombre d'établissements, le nombre de salariés dans les entreprises, le nombre d'entreprises. Donc avec les fédérations professionnelles et les interprofessions, il y a des quantités de chiffres qui sont exploitables. Et à partir de là, dire voilà, on a 450 établissements, considérons qu'il y en a déjà 15 qui vont commencer à prendre le produit l'année 1. Et on leur vend à combien? Qu'est-ce que ça fait? On a 175 000 salariés dans la filière en entreprise. Pourcentage de salariés dans les grosses entreprises, on ne va pas prendre les entreprises unipersonnelles, et combien on identifie en fait de clients pour une année, pour une autre année. On a aussi fait ça pour ce qui est la fonction publique territoriale, enfin la fonction publique, parce qu'il y a 3 fonctions publiques, territoriales, hospitalières et puis d'État. En gros, en disant, pareil, les services d'espace vert, combien de services d'espace vert, combien d'agents. C'est paradoxalement plus compliqué de trouver ces chiffres-là que pour les entreprises. Et donc, on a comme ça, en fait, énuméré des cibles. On a déterminé on avait des besoins et on a précisé les besoins de ces cibles. On a travaillé aussi sur la partie, les offres. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour pouvoir arriver à une situation où on met en priorité. On met de côté, en fait, fonction publique. On travaille plus sur les entreprises et certains établissements de formation. Parce que dans les établissements de formation, on a déjà 8 ou 10 catégories. Donc, c'est toute une série comme ça de dénombrement et ensuite d'écrémage, de priorisation. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite toutes les chances de réussite pour la suite du projet. Je pense qu'on se rend compte du coup que cette réflexion qu'on a, à savoir ce lien entre le potentiel marché de nos technologies, c'est une question qu'on se pose tout le long du parcours de la valorisation, que ce soit au début en laboratoire, dès qu'on a l'idée ou dès les prémices d'un projet de recherche, mais c'est une question qu'on se pose aussi à la fin de ce parcours, lorsqu'il y a un transfert de technologie ou une création de start-up, comme tu l'as dit Florent, ça revient à chaque fois et on se repose la question chaque année. Et parfois, et peut-être que c'est la thématique de recherche qui le veut aussi, les applications commerciales d'une technologie peuvent paraître évidentes, mais généralement elles ne le sont pas. Et la question mérite vraiment de creuser beaucoup plus en profondeur. C'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces structures d'accompagnement présentes pour accompagner les chercheurs et répondre à ces questions et à les concrétiser derrière. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à les contacter. Et je pense qu'on peut passer maintenant aux questions-réponses, s'il y en a. Dans l'auditoire.
Bonjour, Romain Million, doctorant. Du coup, c'était pour revenir sur la partie, donc pour essayer de sonder un marché cible, d'essayer de voir directement en fait quels sont les besoins et donc de ne pas présenter notre produit ou notre service. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail là-dessus parce que je vois pas trop en fait comment arriver à ça directement sans vraiment présenter quelque chose, quoi. Moi, je peux dire quelque chose? Je vais reprendre le terme qui avait été... Il faut voir le bénéfice, à quel problème on vient répondre. Le marché, c'est un gros mot, en fait, qu'il faut oublier. À quel problème on vient répondre? Si vous venez répondre à un problème, vous avez un marché. C'est tout. Non? Est-ce que ça répond à votre question? Si tu veux compléter, Florent, vas-y. Rajouter quelque chose? Je ne sais pas si votre question concernait la question de l'existence d'un marché, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou la technique qui permet de... Ou les deux, d'accord. Du coup, je vais faire la deuxième partie de la réponse. C'est un sujet qui est effectivement compliqué, et il n'est pas évident d'aller voir quelqu'un en lui disant « je vais vous interroger pendant 1 heure, je ne vais pas vous parler de moi, pardon, mais vous allez m'expliquer tout ce qui se passe chez vous, et ensuite je repartirai ». Donc ça ne se passe pas exactement comme ça. Et il y a des compensations. Donc, typiquement, vous êtes expert dans votre domaine. Ce que vous pouvez apporter en compensation, c'est un certain nombre d'éléments de veille sur son marché qui pourra contrebalancer le temps qu'il serait prêt à vous accorder. Donc c'est la partie technique dont j'ai parlé et qui se développe. Alors ça, on prend plus d'une journée pour le faire lorsqu'on crée cet atelier, mais c'est un type d'élément qu'on peut apporter. Un autre type d'élément qui est plus psychologique, mais qui n'est pas forcément à dédaigner, c'est le fait que des gens qui sont assez experts ont souvent très envie de parler d'eux. Et on sous-évalue souvent le fait que ces gens-là, si on les titille un peu, ils sont capables de parler en fait assez longtemps de leurs problèmes, de ce qui réussissent bien, de ce qui réussissent pas bien, sans forcément vous poser trop de questions. Et donc ça permet de pas trop parler de soi et vraiment d'écouter. Je vais compléter. Une bonne façon aussi d'évaluer le marché, c'est la techno que vous allez transférer, ça ne va pas être l'utilisateur final, forcément. Ça va être peut-être un intégrateur qui va après vendre à un grand donneur d'ordre ou autre. Donc souvent, ce qu'on fait, nous, à la SAT, c'est d'aller interviewer les utilisateurs finaux pour vraiment savoir les besoins, ce qu'on a dit, les bénéfices et autres. Et du coup, ça oriente votre solution technique et vous préparez presque le marché pour l'intégrateur que vous allez licencier. Et lui, là, quelque part, il est rassuré. Vous avez répondu aux questions de son client. Vous travaillez pour le client de votre client. Et c'est une vraie valeur ajoutée qui est perçue et qui fait que les deals se font plus facilement, les transferts se font plus facilement. Alors, il y a une autre question. Je ne sais pas comment vous appelez avec le blazer bleu. Arnaud Tanguy. D'accord. Non, enchanté. Mais j'avais une question par rapport à vos focus group. Est-ce que vous avez des exemples précis de focus group que vous avez mis en place dans votre entreprise? Oui, alors du coup, sans dévoiler de secrets de confidentialité, sur des dispositifs médicaux, sur des échographies, on va dire avec forte valeur ajoutée, pour lequel on cherchait l'application, parce qu'il y en a plusieurs dans le domaine, hein, l'obstétrique, gastro et autres. Et je ne suis pas du domaine du médical, je suis plutôt sciences de l'ingénieur. Mais du coup, en faisant réagir des spécialistes du domaine, on a pu voir un bénéfice dans une application n'est pas le même dans une autre application. Vous voyez. Du coup, on a pu cibler et faire une sorte de cartographie de la cible du domaine à privilégier. Et du coup, on laisse réagir les focus groups, on laisse réagir les personnes autour et c'est très très. Et nous, on était en backup sans être. C'était en visio, c'était au cours des confinements successifs qu'on a connus. Et on les regardait réagir en nature. Et c'est assez enrichissant de voir les façons dont ils réagissent spontanément à des innovations, des inventions qui vont devenir des innovations. On l'espère. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Sinon, on peut conclure la table ronde. Ah, oui. Alors, il y a une question en ligne. Hop.
Désolé, je mets un peu de temps, je n'avais pas prévu. Donc la question c'est, quand on parle de technologie, on se réfère davantage au domaine de la science exacte. Comment, en sciences sociales et humaines, peut-on avoir une technologie à convertir en un potentiel marché? Qui pourra répondre à cette question? Vous répétez la question? En gros, on parle beaucoup de sciences exactes, de sciences dures en fait aujourd'hui, et côté SHS, donc sciences humaines et sociales, comment est-ce qu'on peut convertir une technologie, on va dire que... Est-ce que l'identification du potentiel marché se passe de la même manière que dans les sciences dures, les sciences exactes? Ou est-ce qu'il y a des disparités dans le domaine des SHS? Peut-être quels sont les points bloquants sinon? J'aurais tendance à dire qu'il y a aussi des bénéfices à quantifier, à évaluer. Pour moi, ça ne serait pas de la même manière. Oui. Il y a aussi des bénéfices à mettre en avant et à quantifier, identifier. Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas des obstacles, ne serait-ce qu'au niveau de l'API peut-être? Aussi au niveau des actifs technologiques, il y en a peut-être moins dans ce type de sciences. Oui, c'est sans doute moins adapté à un brevet et protège une solution technique à un problème technique. Effectivement, c'est peut-être plus adapté à des logiciels, les sujets SHS ou ce qu'on mesure un peu. Voilà. Mais c'est un autre support de propriété intellectuelle, mais le logiciel est aussi un moyen de transférer. Et après, il y a le savoir-faire aussi. D'accord. Donc même dans le domaine des SHS, il y a beaucoup de moyens de protéger et de sécuriser la technologie. Oui, tout à fait. Oui, une autre question du coup. J'avais une question, mais peut-être que ça varie en fonction. Mais le prix d'un brevet, par exemple, pour un logiciel de gestion ou un site internet, est-ce que vous avez le coût exact à l'INPS? Alors, il y a des gens de l'INPI dans la salle et je vais quand même donner ils sont sans doute meilleurs que moi là-dessus, mais quelques notions, quelques valeurs montant. Un brevet français prioritaire, c'est de l'ordre de 4 000 € via un cabinet qui va vous rédiger et déposer le brevet. Un logiciel, c'est un dépôt logiciel, c'est quelques centaines d'euros. Et après, sur le brevet, il y a évidemment les extensions à l'international qui vont intervenir 1 an après votre dépôt ou 30 mois si vous faites une procédure qui vous permet encore de gagner 18 mois. Donc 1 an ou 30 mois. Et là, vous devez désigner les pays dans lesquels vous allez protéger. Et ayant en tête aussi de l'ordre de 4 000 € par pays, par dépôt des pays. Et quand je dis ça, je ne parle pas après des annuités. Tous les ans, vous avez des droits à payer qui augmentent avec le temps. Donc allez sur le stand INP, ils vous donneront les valeurs plus détaillées que ça. Mais en tout cas, c'est quelques ordres de grandeur. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aimerais faire un petit commentaire sur cette question. Je crois que quelle que soit l'initiative technologique qu'on a, il faut avoir un certain sens de l'histoire. Et tout à l'heure, quand je parlais du logiciel qui est avec l'open source, on vit une époque un peu particulière où, quand on parle d'open source, quel que soit ce qu'on regarde, on peut savoir comment ça a été fait. Donc, si on choisit de protéger notre technologie, il faut en mesurer à la fois le coût, mais aussi, est-ce que stratégiquement, c'est le plus futé, quoi. Voilà. Il y a parfois des stratégies où on peut ouvrir un peu et puis fermer un peu d'un côté, du moins pour pouvoir vendre ce qu'on a là, mais appâter de l'autre. Donc ça demande à être vraiment mesuré, d'autant plus aujourd'hui, je dirais. Voilà. Merci. S'il n'y a plus de questions, merci à tous pour votre écoute. Et on peut passer à la suite.